Ah, t'es là? Oh merde, j'ai tapé dans un truc. T'as vu ça un peu, c'est une merveille, hein. T'en penses quoi? Ah putain, le missile sol-sol. Il y a une légende qui dirait que, soi-disant, si j'accélère dans le mauvais sens de rotation de la Terre, je pourrais créer, comme qui dirait, un contre-couple. Ce qui pourrait faire tomber ta maison. Ouais, j'ai peur, du coup, je sais pas encore si je vais vraiment la terminer, parce que ça me fait peur cette histoire. T'as quand même pas envie de perdre ta maison? Si? Oh, on s'en fout, arrêtez. C'est qu'une légende. Ah, bah alors, mis à part la peur que tu as du contre-coupe terrestre, comment ça va? Bien, tant mieux. Donc aujourd'hui, hein, on va se réoccuper un petit peu, enfin on va continuer de s'occuper du châssis. Il y a pas mal de choses à faire, alors on va être coincé. De toute façon, là maintenant, là on est coincé. On est coincé parce qu'il me faut la coque. Il me faut la coque pour l'installer sur le châssis avant de générer, tu vois, une voie et un empattement. Pourquoi ça? Ben parce qu'en fait, ma carrosserie là-bas, même si je prends des dimensions, en fonction de comment je vais rapprocher la partie haute du châssis en fonction de la carrosserie, la voie et l'empattement, non, la voie non, mais l'empattement sera différent, si vous voulez. L'emplacement des roues en fonction des protections de roues, elle va varier. Il faut absolument que j'ajuste le châssis avant de faire mes points de triangulation, pour qu'on puisse avoir quelque chose du mieux possible. Pareil, je peux pas encore mettre mes sièges internes, d'ailleurs, parce que je les ai pas déjà, et parce que il faut que je détermine un emplacement par rapport au châssis, c'est un fait, mais par rapport à l'emplacement de la future carrosserie aussi. C'est tout un truc, c'est magique, enfin c'est tout un truc, quoi. Est-ce que tu vois un peu la simplicité complexe de cet engin? Donc on a un ordre à respecter, évidemment, pour que ça fonctionne le mieux possible. Et puis, on peut pas aller contre cet ordre. Si, on peut. Si, on peut, évidemment. Mais ce serait pas... On n'aurait pas exactement... Voilà, on n'aurait pas parfaitement ce qu'on veut. Il faut absolument qu'on évolue sur ce projet en fonction d'un ordre précis que j'ai déterminé. J'ai déterminé un ordre précis pour pouvoir réaliser un châssis et une carrosserie qui se marient le mieux possible et pour qu'on soit le plus à l'aise possible, pour que ce soit le plus efficace possible, etc., etc. Donc on a des multitudes de choix sur ce véhicule pour qu'on n'ait pas de soucis par la suite. Même si on n'en aura pas quand même, c'est pour qu'on soit le plus ajusté possible, le plus précis possible. Bon écoute, au niveau de la Manta, ce qui se passe, alors c'est vraiment particulier. Bon, alors pour ceux qui ne savent pas, quand on fait une gestion cartographique sur mesure, on n'est pas sur une cartographie additionnelle, on est sur une cartographie complètement sur mesure. Donc là, il faut informer la cartographie de plein d'informations. Et il y a une information qu'il faut donner absolument, c'est le repère point mort haut. Pour déterminer si le repère point mort haut, on a pris les bonnes mesures, il va falloir prendre le pistolet stroboscopique. Ce pistolet stroboscopique va nous permettre de savoir si on est parfaitement réglé ou pas, et en fonction du réglage, on vient remodifier des trucs. Et ce qui se passe, tu vois un peu le coup des trompettes qu'elle me fait la symphonie de l'enfer, tu vois. Ben ça, elle me le fait parce qu'au fur et à mesure que j'accélère dans les tours, l'allumage se décale de plus en plus. Et je pense que ce qui se passe, c'est que les bobines sont trop vieilles et elles mettent plus de temps à fournir l'information. Et en fait, vu qu'elles mettent plus de temps, mais que les tours minutes augmentent en fonction de l'accélération, mais les minutes ne changent pas, tu vois, ce sont les tours qui changent par les minutes. Et ben lui, il met toujours autant de temps pour fournir l'info, mais le moteur tourne plus vite. Donc au fur et à mesure, il prend du retard à l'allumage, cet enfoiré, tu vois. Et ça, c'est trop super pas cool. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommandé une bobine et je croise les doigts pour que c'est ça. Parce que aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire à la cartographie, à 12 volts, la bobine met tant de temps à fournir l'information. Évidemment, j'ai essayé. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au fur et à mesure, je changeais mes degrés et je changeais mes temps, j'augmentais les temps. Je lui disais à la cartographie, la bobine met plus de temps pour donner l'info. Enfin, pour envoyer l'étincelle. Donc je lui faisais augmenter et en même temps, je faisais réduire les temps obligatoirement. Enfin, les temps. Je faisais réduire les avances pour qu'on ait un équilibre. Et j'arrivais même pas à avoir l'équilibre. Ça veut dire que la bobine met tellement de temps à fournir l'étincelle
et bah que je peux pas, sur la cartographie, régler ce souci-là, en changeant les trucs. Et donc ce qui se passe, c'est que bah, au ralenti, je suis à moins 20 degrés, admettons, et quand je commence à monter à 1500 tours, je suis à plus 20 degrés. Enfin, je sais pas si tu te rends compte un peu de la supercherie. C'est quand même un truc de fou furieux fanatique, si tu veux. Ce qui se passe, c'est que cette bobine est en train de me dire, écoute, j'en ai marre de bosser, voilà, trouve quelqu'un d'autre. Elle essaye de démissionner, si tu veux, donc bah, j'ai trouvé un remplaçant. Voilà, il faut être sympa à un moment donné, quand ça va pas, il faut changer le personnel. Et c'est ce qui se passe. Alors, parce que là je parle de la bobine, mais quand j'aurai reçu la nouvelle, si j'ai le même problème, qu'est-ce que ça va être le souci? J'ai peur que ce soit les modules internes de la gestion cartographique, alors je croise les doigts pour que ce soit pas ça, mais si jamais on a toujours le même problème, ce sera ça. Ce sera ça. Donc en fait, toutes les péripéties de la morquitude, la manta qu'on a eu depuis le début, avec la difficulté de démarrage, avec la difficulté de monter en régime, ce serait peut-être que les bobines le problème. Les bobines ne fournissent bien une étincelle, mais elles mettent beaucoup de temps à fournir l'étincelle. Et tu vois, là, le débile que je suis en train de me dire, bah attends, il y a aussi les fils de bougies, si tu veux, tu vois. Il y a quand même une certaine liaison entre les bougies et les bobines. Et puis, je les ai pas commandées, mais déjà, on va voir avec la bobine, si tu veux. Voilà, faut faire par étapes. On prend d'abord ce qu'il y a de plus cher, et puis on finit par le moins cher. C'est très logique, le gars. Donc, il faut croiser les doigts, c'est tout. On va attendre, elle devrait arriver. J'aurais préféré qu'elle arrive. Elle était censée arriver avant que je vous parle aujourd'hui, maintenant. Mais il y a eu du retard. Parce que quand on commande des choses importantes, ça met longtemps. Quand c'est pas important, par exemple quand je commande des bonbons sur Amazon, c'est livré le lendemain si tu veux. Alors, évidemment pour le moral c'est important. Donc voilà, c'est un peu une source de vitalité que j'ai besoin. Et ben là la bobine c'est pareil, mais une semaine. Merci. Bon, on se marre bien avec tout ça, mais en attendant il va falloir continuer le missile sol-sol. Et oui, parce que le 4 roues motrices, c'est super important. Alors, il y en a un, il m'a dit, putain, pourquoi t'as pas mis un M50 B25? Tout est toujours choisi en fonction de plein de paramètres. Je dis pas que le M50 B25, c'est de la merde, c'est pas vrai, c'est pas de la merde. D'ailleurs, ça marche super fort, ça marche super bien. Le problème, c'est que on a un moteur 6 cylindres en ligne, beaucoup plus long, donc on risquait d'avoir du poids en porte-à-faux. Le pont, il aurait pu ne pas passer. En plus de ça, on a une cylindrée plus faible, donc ça veut dire que la montée en puissance, elle aurait été encore plus brutale. Il y a plein de raisons qui font que j'ai choisi le 1UZ plutôt qu'un autre moteur. La cylindrée va faire en sorte que, on va pas avoir un trop gros coup de pied au fion quand on va atteindre la puissance qu'on a besoin. Tout ça a une importance. Même si je sors un peu du BMW avec le 1UZ japonais, l'objectif c'est d'atteindre les performances du jeu. Le 0 à 100, on est à 2 secondes, 2 secondes 6. Le 0 à 200, on est à 6 secondes. Le 0 à 300, on est à 13 secondes. Et ça, pour les atteindre, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Alors je sais pas si avec cette boîte et les ponts, je peux atteindre ces vitesses-là. Ce qu'il va falloir faire de toute façon, c'est prendre les ratios de boîte, prendre les ratios de pont et surtout le périmètre des roues pour déterminer la vitesse de la première, la vitesse de la deuxième, la vitesse de la troisième, etc. On peut jouer sur le diamètre des roues pour changer ces vitesses. Tu vois, en gros, si tu veux, la première, si elle finit à 80 avec des jantes, on va dire, avec des pneus par contre, en 265, 30, 19, par exemple, si on veut augmenter la vitesse, il va falloir augmenter le pneu, donc on va prendre par exemple des 265, 45, 19, voilà, là on augmente le périmètre, par contre on va perdre en accélération, forcément c'est un ratio, c'est un peu comme un ratio d'engrenage, si vous voulez, les dents arrivantes sur les dents manquantes, je sais plus, enfin, n'importe quoi. Enfin, tu vois, c'est un ratio, et ce ratio-là, il va faire varier soit ta puissance, donc soit ton couple, soit ta vitesse. Et là, en fait, je vais essayer de faire en sorte d'avoir des vitesses assez courtes. Donc je pense qu'on partira sur des jantes en 18, en 255 de large pour du 40 ou du 35 d'épaisseur, ou 45. Ouais, bon, on papote, hein, mais le temps passe, donc il va peut-être falloir commencer à se foutre au boulot. Donc là, on va installer le pont arrière et le pont avant. On va faire la modification, c'est d'une simplicité absolue. C'est très très simple, vous allez voir. L'installation des ponts, il faut faire des niveaux, il faut faire des machins, on peut pas les mettre comme ça, il faut que la transmission soit alignée, il faut que les niveaux soient faits, tu verras, c'est magique, tu verras.
Franchement, ça fait vraiment plaisir. Ah, c'est dommage, on voit pas bien aujourd'hui, il fait pas très beau. On a l'installation des ponts. Alors au début, je voulais mettre une barre entre les deux, mais on est tellement proche de la barre haute que c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Là, ça tiendra, il n'y aura absolument aucun souci. Le maintien par le dessus, ici. Et on est aligné. On est parfaitement aligné. On est à la bonne hauteur. Et surtout, on est à niveau. Putain, au 0,1 degré près. Hein. Donc là, on a quelque chose de vraiment bon. Donc pour l'avant, on a le meilleur emplacement possible. Il fallait que le pont soit le plus reculé possible pour avoir, vu qu'en fait notre empattement, il va commencer le plus proche possible de la fin du châssis et à l'arrière aussi, pour éviter le plus possible de poids en porte-à-faux. Là, on a quelque chose de parfaitement mis, c'est super, génial, aligné avec la transmission. Donc évidemment, hein, il faudra faire une transmission hybride à partir d'un arbre de transmission comme celui-là. Donc là, on verra ça après. Et pour le pont arrière, là, on a fait un super maintien. Donc le triple point, maintien ici et triple point. Là, on n'aura absolument aucun souci. Le maintien, l'arbre, ça passe pile. Pile, pile, pile. Le châssis, je l'ai fait absolument pile poil à la bonne dimension. Et l'arbre de transmission va passer ici sans aucun problème. Absolument aucun. S'il faut, on pourra toujours modifier cette pièce. Mais je suis presque sûr que c'est même pas la peine. Et après, la transmission, on viendra l'adapter ici. Donc, forcément, vu qu'on a un arbre de transmission Mercedes pour une boîte BMW, il va falloir faire une hybridation à ce niveau-là. Il va falloir raccourcir aussi l'arbre de transmission. J'ai exactement le même arbre pour l'avant et pour l'arrière. En fait, là, on a des arbres de transmission pour 4x4. Hein. J'ai pris du très lourd, du très gros, du très massif, comme les ponts. Hein. Là, on a des ponts pour des V8 Mercedes. Je sais plus quel modèle c'est, mais c'est pour du gros, hein. Du V8 diesel, pas de l'essence. Donc là, il y a encore plus de couple. Je crois que d'origine, ça va être du 500 ou 600 Newton. On aura zéro souci. Zéro souci. Donc arbre de transmission à réadapter sur cet emplacement-là. On a du 4 trous, mais ce ne sont pas les mêmes. Et pour faire ça, j'ai commandé des plaques. Alors au début, je voulais commander en aluminium, mais j'avais peur que ça s'arrache. En fait, je pense que l'aluminium se serait passé. Mais là, j'ai pris en acier. Acier 20 mm d'épaisseur. Par contre, c'est très très lourd. Ensuite, ici, j'ai pris un outil bien spécifique pour pouvoir faire les perçages parfaitement concentriques, pour que ce soit le mieux possible pour éviter toute vibration, évidemment. Donc ces pièces, elles vont être ajustées, elles vont être creusées pour être les plus légères possibles, et le diamètre aussi va être réduit pour être le plus léger possible. Ensuite, on viendra le mettre sur cet outil, et en fait, cet outil nous permet d'être au degré près, quand je tourne, pour pouvoir faire les trous de perçage au bon endroit. En gros, par exemple, vous avez sur cette pièce, vous devez faire 3 trous où on est sur un triangle équilatéral, donc un triangle avec les 3 côtés égaux. Et bien ici, tous les 120 degrés, hop, 120 degrés, on va venir percer. 120 degrés, percer, 120 degrés, percer, et on est sûr et certain que c'est concentrique absolument. Absolument, c'est une certitude absolue. On a tous les degrés ici. Ici, on est au... Là, on est au 0,25 degrés près. Là, c'est 1 degré. Donc là, attendez, je vais mettre... voilà. Là, on a 0,1. Et entre le 0 et 1, on a 5, 25 et 75. Donc on a 0, 0,25, 0,5, 0,75, on est au 0,25 degrés près pour faire nos perçages, on n'aura absolument aucun souci. Le tour fera le reste du travail. En fait, si vous voulez, ici, on a un arrondi. Cet arrondi, il faut l'ajuster le plus proche possible avec le tour pour pouvoir l'enquiller et que lui, en fait, déjà... avec la concentricité, fasse que l'arbre ne bouge pas. Et évidemment, de l'autre côté, c'est pareil. De l'autre côté, ici, on a un creux.
Donc il va falloir recréer ça aussi sur la pièce. Une fois que tout ça c'est fait, il va falloir prendre les dimensions des perçages, les faire grâce à ça, etc. etc. Je pense que là ça va être vraiment trop bien. De ce côté-là, on va pas avoir de soucis, c'est déjà adaptable. Par contre, ici, il va falloir trouver une astuce. Donc là, on verra le moment venu comment réaliser l'adaptation ici, parce que normalement, il faut qu'on puisse avoir au moins du double cardan pour du triple cardan, pardon. Donc Donc ici 1, 2, 3, du triple pour pouvoir avoir du mouvement. Du mouvement aussi bien en translation qu'en hauteur, qu'en vibration. C'est surtout pour ça le triple. Sinon, il faut avoir un système de coulissement. Les ponts sont directement, on va dire, encastrés sur le châssis, direct. Un peu comme les Formule 1. Les Formule 1, le moteur, la boîte, tout ce qui est transmission font partie réellement du châssis. D'ailleurs, sont le châssis. La boîte de la Formule 1, c'est le châssis avec son moteur. Là, on va faire un peu pareil. Enfin, on a déjà fait pareil. Hein. Les ponts font déjà entièrement partie du châssis. Il n'y a que le moteur qui est sur cylindre bloc polyuréthane, mais ce sont des cylindres blocs très faibles. Donc, il aura très peu de liberté de mouvement. On fera évidemment, comme je vous l'ai dit la dernière fois, la barre anti-couple pour éviter les gros à-coups moteurs, parce qu'on a un V8 avec une masse assez conséquente. Donc dès qu'on envoie du couple, dès qu'on envoie un coup d'accélérateur, forcément, on va avoir un phénomène de torsion. Et pour ça, il va falloir compenser ce phénomène en mettant une barre anti-couple. On a super bien avancé. Le plus important et le plus compliqué est fait. Création du châssis, installation moteur-boîte, installation des ponts. Ça, c'est le challenge. Parce qu'on est en 4 roues motrices, en boîte inversée, pont à l'envers avant, pont à l'envers arrière. Évidemment, après, il faudra modifier les ponts pour qu'ils soient, ça on en reparlera, pour que ce soit parfaitement utilisable. Et après, hybridation des arbres de transmission. Une fois que ça c'est fait, le plus compliqué est fait. Après, il faudra faire quand même les, comment on appelle ça, les triangles avant, le triangle arrière. On aura 2 triangles par emplacement de roue, puisqu'on sera en double triangulation, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. À l'arrière, ce ne sera pas double triangulation, ce sera double quadrilatère, forcément. Et après, on sera parfait. Par contre, on ne peut pas, enfin, je ne veux pas faire mes emplacements de roue tant que la coque n'est pas sur le châssis et ne fait pas partie du châssis. Je veux absolument d'abord avoir ma coque sur mon châssis. Enfin ça évidemment je pense que je changerai d'avis pour pas perdre trop de temps sûrement. Mais ce sera beaucoup plus simple pour choisir l'emplacement parfait de l'arceau par rapport à la carrosserie. Même si les mesures sont bonnes, des fois on peut être mieux à quelques millimètres. Ça peut être encore mieux. Donc autant mettre la coque avant pour être le mieux possible. Et après on déterminera les emplacements des triangles et évidemment les emplacements des roues. En tout cas, ça avance super bien et je vais bientôt être coincé parce que manque de budget. Donc, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que, comme on peut le voir, j'ai fait le déporteur d'huile, enfin, le déporteur. On va dire que j'ai décalé le système de lubrification. Avec une pièce sur mesure qu'on voit pas du tout parce qu'elle est cachée. Et après, ici, évidemment, Max Pingrod nous ont filé ce qu'il fallait pour déporter. Pour décaler. J'ai chopé un filtre à huile. Alors, les filtres à huile, ben moi j'ai un raccord ici de 20 mm, donc c'est du M20 x 1,5. Il suffit de regarder un peu partout, de tester tous les véhicules. Donc évidemment, j'ai testé Toyota Supra, j'ai testé Skyline GTR 34, même GTR 35, et d'ailleurs c'est un GTR 35 que j'ai pris. Parce que c'est du M20 x 1,5, et la longueur correspond à celle du V8. Mais par contre, celui du Lexus 1UZ qu'on a ici ne correspond pas. De toute façon, on s'en fout, on verra ça plus tard, on est là pour les ponts. Ouh là là. Donc, le pont arrière, ici qui passe. Hein. Là, tu te dis, oh, ça touche. Mais ça ne touche pas. Évidemment, je ne peux pas te montrer. Voilà, est-ce que tu vois que ça touche pas ici? Là, on voit que ça touche pas. Mais évidemment, tu le vois pas parce que t'as pas envie. Bref, donc les ponts, maintenant, ce qu'il va falloir faire, eh ben, on va s'occuper du niveau. On a inversé les ponts. Hein. Les ponts, ils sont à l'envers. Normalement, ils sont dans l'autre sens. Parce que ici, on a un pont avant et l'autre, on a un pont arrière. Mais pour que la voiture puisse rouler dans le bon sens, il faut inverser le sens du pignon interne. Et plutôt que d'inverser intérieurement, parce que évidemment, c'est pas symétrique un pont. Enfin, il doit y en avoir peut-être
peut-être, mais dans notre cas c'est pas le cas, eh ben on inverse directement le pont. Et de ce fait, la purge qui est ici ne sera plus une purge mais un vent, et le vent qui est ici ne sera plus un vent mais une purge. Mais le niveau ici, il est toujours en dessous du centre du pont, donc il va falloir refaire un perçage au même niveau par rapport au centre, mais dans l'autre sens. Et évidemment pour le pont avant, c'est exactement la même chose. Donc là il faut déposer tout ça, ouvrir le carter, il va falloir le modifier, il va falloir repercer, et puis comme ça au moins on n'aura plus du tout de soucis. C'est pas du tout un souci, c'est vraiment une modification extrêmement simple, hein. Le vent il fait déjà, voilà, il fait déjà. Lui, il suffit juste de le percer, de mettre un tuyau, et il fera vent à la place de l'autre. Et après, juste décaler le perçage en bas. Donc il y aura quand même ce bouchon-là, je pense. Mais je mettrai un autre trou taraudé. Ouais, on est sur de l'aluminium. Donc, bon, ça va pas être trop compliqué à faire, ça va pas demander trop d'efforts. On va commencer par le pont avant, je pense, parce qu'il est là-bas. Et après, on fera celui-là, ou inversement. Mais de toute façon, il faut les modifier, c'est obligatoire pour... Alors, donc l'autre pont a été déjà fait comme on a pu voir. Là, on a 3 nouveaux emplacements. Donc ici, c'était l'ancien vent, parce que le pont, voilà, il est comme ça. Le bas, c'est là. La purge, si tu recules un peu, tu verras tout. Ah oui, aussi. Donc là, la purge. Anciennement, la purge. Hop, nous, on a remplacé par un vent. Donc, j'ai gardé le truc d'origine, et puis j'ai juste fait un trou. Et j'ai collé ça à la colle époxy, tout simplement. Métal. Et après, tac, comme ça, j'ai mon vent. Donc j'ai ma mise à l'air libre. Il faudra faire, c'est mettre un filtre pour éviter que les saloperies rentrent dedans. Faut faire un truc un peu sympa. Donc là, je le mets juste comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ici, on a normalement le niveau. Sauf qu'on a le niveau quand le pont est de ce sens. Donc quand le pont est penché comme ça. Ça veut dire qu'en fait, par rapport au centre, il va falloir symétriquement mettre à l'opposition un nouveau trou. Sauf que nous, on fait un diamètre plus petit. Alors, parce que ça a une... Si je fais un diamètre plus petit, c'est parce que l'épaisseur qu'on a ici, bon, elle est quand même assez conséquente. On voit... Est-ce que tu vois? Là, on voit qu'on a à peu près 5 mm. Quand on a 5 mm et qu'on a un pas de 1,5 mm, eh ben, on va pas avoir beaucoup de pas. Alors que là, si je fais un pas de 0,5 mm ou de 0,75 mm, on va avoir beaucoup plus de pas. Donc, beaucoup plus d'emprise. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre le bas du niveau, parce qu'en fait, à partir du moment où quand tu remplis et que ça déborde, ça veut dire que le niveau, il est bon. Donc là, il faut prendre le bas. Il faut intégrer le bas par rapport au nouveau trou. Mais le bas du nouveau trou en fonction du diamètre. Comprends-tu l'histoire?
Il faut que tu la comprennes, sinon ça marche pas. Et là, tu vas me dire, oui, mais le trou, il est tout petit par rapport au celui-là qui est gros. Alors celui-là, il servait de remplissage. Hein. Nous, en remplissage, on a là. Hein. On a ce qui normalement fait la vidange. Et là, tu vas me dire, parce que t'es malin, je te vois arriver tout de suite. En bas ici, j'ai fait le même diamètre. Oui, et puis là, comme je te dis, en fait, c'est parce que en fonction de l'épaisseur, eh ben, je vais choisir un pas plus fin. Et en plus, je sais qu'avec un diamètre comme ça, l'écoulement se fera quand même. Il sera plus lent, mais il se fera quand même. Hop. Et après, il suffisait juste de boucher eh ben, la mise à l'air libre d'origine, qui n'est plus une mise à l'air libre, qui n'est plus rien d'ailleurs. C'est plus rien, non, c'est plus rien. Donc là, on est bon. Nos ponts sont modifiés, mais vous vous rendez compte, c'est une simplicité absolue d'inverser un pont. Il y a juste à modifier le niveau, et la purge, et le vent, mise à l'air libre, quoi. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Là, tu vas me dire, c'est pas possible, machin. Si, c'est possible, regarde, je te le montre. C'est possible. Et voilà, j'ai regardé un peu les dents, c'est en parfait état, il n'y a pas de souci. Dedans, alors il faut que je regarde, normalement c'est de la 90W120, 80W120, il faut regarder, je sais plus. Il faut regarder aussi s'il y a de la compétition, parce que nous, ça va beaucoup chauffer. Alors une chose qui est possible avec un pont, c'est de mettre un tuyau ici, prendre une pompe électrique, ensuite avoir un échangeur thermique et retour à l'envoyeur. On peut avoir ça, d'ailleurs sur les boîtes de compétition ils mettent ça, hein, parce que ça chauffe beaucoup, quand ça roule beaucoup, si on roule pas beaucoup c'est pas la peine, mais si on roule beaucoup et intensément, eh ben, l'huile elle va chauffer énormément, hein, comme un moteur, hein, dans le moteur l'huile elle chauffe beaucoup, et il va falloir venir réguler la température d'huile. Comme d'habitude, on a toujours une température idéale de fonctionnement, toujours. Un liquide a toujours une température de fonctionnement parce que le moteur ou les transmissions vont être conçues pour travailler à des températures bien spécifiques. On ne peut pas faire une boîte de vitesse parfaite à une température de 0 ou de 10 degrés, parce qu'on sait qu'elle ira jamais à ces valeurs-là, c'est impossible. On n'arrivera pas, à moins qu'on ait un système de refroidissement à l'azote liquide, mais on ne pourra pas. Donc on détermine une température, on fabrique des matériaux en fonction de cette température, et après, si jamais cette température risque d'être dépassée en fonction des tolérances, on va rajouter un système de refroidissement, tout simplement. Tout ça, ce sont des études qui font que, c'est comme ça. C'est comme ça. Un pont d'origine, c'est pas beaucoup sollicité. Donc, ils ont fait un réservoir, entre parenthèses, il y a un réservoir dedans, qui a une certaine dimension en fonction de la lubrification. On est sur une lubrification par entraînement. Par, je sais plus comment on appelle ça. En fait, la roue, en tournant avec les grosses dents qu'elle a, elle va venir envoyer le liquide partout à l'intérieur, ce qui va faire que c'est tout le temps lubrifié. Et en fonction, du coup, du niveau, eh ben, il va falloir que ce soit toujours entraîné, et en fonction du niveau, on va avoir un certain refroidissement, parce que plus on a de volume, plus le refroidissement sera. C'est pour ça que par exemple sur le 1UZ que j'ai reçu, il n'y a pas d'échangeur huile-air, alors que c'est un V8 qui fait d'origine, je sais plus, 290 chevaux ou 300 et quelques, parce que la quantité d'huile est tellement grande qu'au final le refroidissement se fait plutôt assez aisément. Par exemple sur le C20XE, le 2 litres Opel de 150 chevaux, il y a un échangeur huile, air-huile, dessus, parce que le moteur est plus compact, on va dire l'huile on en a beaucoup moins, et le refroidissement forcément il est moindre. Tout ça a une importance évidemment en fonction de la qualité des explosions, en fonction du rendement moteur, en fonction de plein de choses, même de l'huile. Les refroidissements et les qualités de lubrification vont être différentes. Donc c'est pour ça qu'il nous faut une température spécifique pour l'utilisation d'une bonne lubrification, aussi bien au niveau du rendement que de la protection des matériaux. C'est très... Je sais pas si je suis chiant, hein, tu me le dis si je casse les burettes d'huile, mais c'est important. Et c'est pour ça que je t'en parle. Voilà, nous, notre voiture, on a fait un véhicule, là, la BMW, on a fait un véhicule on va faire du circuit. Voilà, on va faire des tours de circuit pour le plaisir. On va faire des accélérations parce qu'elle est faite aussi pour ça. On va faire quand même pas mal d'essais, mais ce ne seront pas des essais à longue durée. En fait, quand je veux dire à longue durée, c'est que ça va pas être de la brutalité à longue durée.
Ça veut dire que par exemple toute la journée je peux tourner, mais je vais faire des arrêts de 10 minutes, je vais faire des ci, je vais faire des ça, donc je vais avoir des temps de refroidissement qui font que certains éléments n'auront pas besoin d'avoir de radiateur. Par exemple, admettons on va à Ilklimb ou à Pikes Peak ou des trucs comme ça, et on a la Most Wanted, là il va falloir mettre un refroidissement au niveau de la boîte de vitesse, il va peut-être même falloir mettre un refroidissement au niveau des ponts, et il va falloir mesurer tout ça, il va falloir mesurer pour savoir les températures idéal de fonctionnement. Déjà, il va falloir les connaître avant. Il va falloir mettre des capteurs de température interne pour connaître la température d'huile, surtout à partir de quand et à partir de d'où ça commence à monter. Les accélérations, à partir de quand, à partir de quelle vitesse, vitesse de tour interne, etc., etc. Tout ça, ça a une énorme importance. Donc tout ça, c'est pas du hasard. Si en compétition, on a des ponts refroidis, on a des boîtes refroidies, on a des moteurs avec des échangeurs d'huile, des échangeurs eau-huile, et on a aussi des, comment on appelle ça? On a aussi des radiateurs à l'intérieur du bac à huile pour venir chauffer l'huile et qu'elle soit à température plus tôt. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'en fait, si on voudrait, on pourrait faire une caisse de compétition de la mort, mais le budget, il nous ralentit, clairement. Donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai, et en fonction de l'utilisation surtout. Maintenant qu'il est chouette, pardon pour le bruit, eh ben on va pouvoir le réinstaller. Yes! Bon bah écoute, ça me semble plutôt bien parti. Je suis content, parce que ce châssis... En fait, j'avais dit une fois, on a encore 3 cm de marge. La réponse est non. En fait, on est pile poil comme il fallait. J'aurais pu encore tricher un peu. Oui, remarque, j'aurais pu gagner. Si, les 3 cm, remarque, j'aurais pu les gagner. J'aurais pu les gagner. Mais là, le châssis, il correspond parfaitement à l'emplacement moteur par rapport aux boîtes. Quand vous faites quelque chose, soit vous faites des plans informatiques comme certains font pour créer des châssis ou même des pièces, soit vous réfléchissez un peu et vous vous dites qu'est-ce que je vais avoir besoin pour que ça marche, et surtout quelle place ça prend. Donc il va falloir simuler des emplacements pour pouvoir réaliser le châssis comme nous on a fait. On a fait un moteur, une boîte en carton, des ponts en carton, et on a déterminé des dimensions châssis en fonction de ça. Rien n'est vraiment compliqué, rien n'est vraiment compliqué. Par contre, derrière, il faut bosser, derrière, il faut s'informer, derrière, machin. Il y a juste un problème, c'est que si t'es pas très logique, là, ça va être vraiment compliqué. Il faut vraiment être logique quand on construit ce genre de truc, surtout sans plan. Il faut absolument penser à tout, il faut absolument réfléchir aux aspects de la route, aux machins, aux efforts, où est-ce qu'ils vont être. Du coup, les barres, elles vont pas être à n'importe quel endroit. Pourquoi on a des renforts là? Parce qu'ici, on va avoir le couple moteur qui va faire que ça va écraser l'avant. En freinage, pareil, on va avoir un écrasement de l'avant, donc on a un renfort avant, etc. Tout ça, il faut y penser. Et c'est ça le plus compliqué. Mais après, techniquement, ce n'est que du temps. Le temps fait le travail. Et l'investissement. Mais bon, je trouve qu'on n'est pas trop mal, et puis je trouve c'est cool. T'es encore là? T'as pas l'impression que c'est la fin? T'en veux toujours plus? Bah oui, ça y est, voilà, et toujours plus. Plus t'en donnes, et plus on t'en demande. Tu me fais penser beaucoup à quelqu'un qui... Oula.